En fait, quand on fait du sport comme ça, hein, ça connecte cerveau gauche, cerveau droit et du coup, on accède à pas mal de lâcher prise et puis d'informations. Puis le regard, il peut s'ouvrir encore plus. Ça fonctionne, super. Alors, eh ben, je sais toujours pas ce que je vais vous raconter, mais on va y aller quand même. Alors, n'hésitez pas, ceux qui me rejoignent en cours de route ou ceux qui regarderont en replay, à me dire comment ça va. Parce que voilà, déjà hier, d'aborder ces choses, voilà, est-ce qu'il a pu se passer des, je sais pas moi, des prises de conscience, des petites choses dans votre intériorité, sur la culpabilité, sur les loyautés, tout ça, tout ça. Vous pouvez, comme je le disais hier, vous munir d'un petit carnet pour noter ce qui pourrait faire sens. Et puis même laisser ce petit carnet sur la table de nuit. Parce que c'est vrai que quand on rentre ensemble dans ces espaces d'inconscient, en fait la nuit, il se passe aussi des choses. Donc on peut aussi finalement avoir accès à de l'information, puis à de la libération naturelle dans la nuit au niveau des rêves. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir un peu noter le lendemain ce qui s'est passé. Du coup, je vous propose pour commencer de poser cette intention, d'ouvrir l'inconscient, les différents inconscients en fait. D'accord ? Il y a Jung qui nous parlait de 3 inconscients différents, donc l'inconscient familial, le collectif, donc l'endroit où on vit, et puis l'inconscient primordial qui va toucher à ce qu'il y a de commun à l'humanité, les peurs, l'obscurité, toutes ces choses-là. Et c'est vrai que là, du coup, dans ces partages-là, on va aller un petit peu connecter à tous ces inconscients-là, dans ce qu'ils ont de commun, dans quoi ils se relient. Voilà. Alors du coup, là, je pourrais commencer par peut-être vous dire que donc moi, j'ai commencé mes études universitaires. J'ai fait de la philosophie, de la psychologie et des sciences du langage. Et je crois que j'ai gardé un petit peu ce petit kiff d'aller voir ce qui se cache derrière les mots. Donc j'aime bien aller rechercher l'étymologie des mots. Et puis aussi, c'est ajouter sur le chemin tout ce qui tourne autour du langage des oiseaux. Je ne sais pas si vous aimez bien, si ça vous parle. Ah, salut Nadine. Donc, tout ça pour vous dire que hier, j'ai commencé à vous évoquer l'éloge de la trahison. Donc, quand je parle d'éloge, il ne s'agit pas de ne faire que ça. J'ai pu vous parler aussi de l'éloge de la fuite, avec un livre qui a été écrit par un biologiste, Henri Laborie, je crois, qui disait effectivement qu'à certains moments de notre existence, fuir, ça permettait aussi de se repositionner soi-même dans ce qui est juste pour nous. Donc c'est vrai que les mots trahison, fuite sont assez... des mots qui portent une énergie assez lourde dès lors que le jugement vient s'y greffer. D'accord ? On va juger ça, ce qui fait que on ne va plus voir finalement que d'un côté de la pièce. Alors, trahison, ça vient dans l'étymologie. Je ne vous parle pas de la définition du mot, mais dans l'étymologie, ça vient de tradere. Et c'est juste en fait passer d'un endroit à un autre. Alors vous voyez que dans l'étymologie, on n'est pas dans le jugement qu'on peut retrouver dans les définitions qui pourraient ramener le côté perfide, manquer de respect, agir contre, toutes ces choses-là, quoi. Il y a une autre définition de trahir aussi qui est manquer à soi-même. D'accord ? Se renier. Donc on va plutôt voir souvent, ce que je vous dis c'est que des points de vue, on est bien d'accord. On part sur des points de vue, des présupposés pour juste ouvrir le regard.
Donc on va souvent parler de trahison vis-à-vis de l'autre, comme si dans la trahison, il pouvait y avoir quelque chose de volontaire. Je vais volontairement trahir l'autre et lui faire du mal. C'est un peu comme ça que ce mot voyage. Et en fait, il a aussi une autre définition qui est être révélé, se manifester. D'accord? Donc là, l'idée, c'est de prendre en considération la globalité des points de vue qui pourraient représenter ce mot déjà. Et puis, souvent, je vous parle de conditionnement, de jugement, c'est quoi le troisième? D'engagement. Et là, par exemple, moi, dans le langage des oiseaux, ce que j'y vois, c'est dans le jugement, le juge qui ment. Donc, dès qu'il y a jugement, c'est comment ça va me mentir, en fait, sur la réalité que peut être les choses dans le constat. Le juge qui ment. Le conditionnement, c'est pour moi le mensonge de la condition à reconnaître la merveille que tu es, dans cet aspect de la perfection de ta différence. Donc comme s'il pouvait y avoir des conditions, donc tout ce qu'on a récupéré comme ça de cet inconscient sur tous ces différents niveaux, et qui viendrait mentir sur notre véritable nature. Donc conditionnement. Et puis l'engagement. Hein, je ne sais pas si vous aviez suivi quand on avait fait un défi avec un challenge avec Caroline, on avait décidé maintenant de parler d'engage vrai. Parce que c'est aussi comment je vais, dans l'engagement, comment il va y avoir aussi quelque chose qui ment. Parce que pour honorer l'engagement, à quel point je vais peut-être me renier moi-même dans ce qui m'apparaît juste à ce moment-là. Mais parce que je me suis engagée, eh bien, je vais être loyale à cet engagement. Et en fait, peut-être au détriment de l'élan du cœur qui se manifeste à l'intérieur de moi. Voilà, c'était juste un petit peu là pour parler des mots, essayer aussi de les regarder d'une autre manière. Il y a du monde qui nous a rejoints, n'hésitez pas à faire des petits coucous, à me dire comment ça va. Ça y est, il pleut ici, je ne sais pas vous, mais il a fait hyper lourd aujourd'hui. Et du coup là, ça fait du bien et un petit peu de fraîcheur. Voilà par rapport à ça. Donc là, l'idée, c'est de regarder la trahison au niveau des loyautés dans simplement le fait de passer d'un endroit à un autre. Donc dans l'absolu, il n'y a aucun problème à utiliser trahison. Ah, salut Frédéric, coucou Anaïs. Comment ça va les filles? Voilà. Et en fait, je voulais revenir sur... hier, je vous partageais là un petit peu mon expérience dans les mines d'argent, avec l'expérience du noir absolu et de comment notre cerveau, dans son fonctionnement, il peut nous tromper en quelque sorte sur ce qui est vu. Donc je voulais un petit peu revenir là-dessus parce que vous allez voir que ça va être intéressant dans la manière aussi de se réconcilier avec son transgénérationnel. Donc en fait l'idée c'est de se dire que le cerveau il ne se trompe pas volontairement, mais par contre il va interpréter ce qu'il voit. Il est directement relié au niveau du reptilien. Donc les premières choses qu'il va voir, c'est mis au service de notre protection. Okay, donc là, on pourrait dire qu'on touche au niveau de l'inconscient primordial sur les peurs, se protéger du danger. Donc l'idée, c'est la manière dont va interpréter le cerveau sur ce qu'il voit, c'est pour nous protéger parce que ce qu'il doit voir avant tout, c'est le danger qui pourrait se manifester. De voir le lion dans la pièce. Donc, du coup, c'est focusser sur ça, la manière dont mon cerveau va me présenter cette première réalité. Ok, vous me suivez? Et donc, c'est comment
ce que je vois est au service de survivre à mon environnement. Donc, il va y avoir en jeu l'environnement autour de ce que je vois et aussi une notion de temporalité. D'accord? Les neurosciences, ce qu'elles nous apprennent sur le sujet, c'est que ils ont beaucoup travaillé sur, vous connaissez un peu là, les illusions d'optique, où en fait, a priori, tu regardes le premier dessin, tu vois quelque chose, parce que le cerveau, il va te le mettre en 3D, il va directement connecter à la manière dont il va falloir que tu vois les choses. Et en fait, si tu regardes bien, c'est un peu comme les tours des magiciens. Si tu comprends la structure de l'image, le cerveau, il va petit à petit s'adapter. D'accord? Les neurosciences, elles nous ont aussi démontré que nous interprétons ce que nous voyons par rapport à notre histoire personnelle. Donc, en fonction des dangers que j'ai pu interpréter dans ma vie, dans ce que j'ai pu vivre, et puis si on dépasse le cas de la vie, mais de ce que portent nos gènes au niveau de l'épigénétique, du coup, de ce qu'ont pu vivre nos aïeux, eh ben, on va interpréter les choses pour nous protéger de ce danger potentiel. Voilà. Est-ce que déjà c'est clair? Est-ce que ça va? Donc en fait, le cerveau, il va préférer tordre la réalité que d'avouer qu'il s'est trompé aussi. D'accord? C'est ce qui fait que on va avoir tendance à vouloir revendiquer son propre point de vue. J'ai la vérité parce que ce que j'ai vu, je l'ai vu et c'est comme ça. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si chacun campe sur ce que je vois, c'est ça, c'est ce qui va créer finalement la difficulté du lien à l'autre. Et quand je dis l'autre, la relation, j'y mets le grand autre. À chaque fois, j'y mets à la fois la relation avec des gens, mais aussi la relation avec la vie, la relation avec un projet, la relation avec toutes ces choses-là. D'accord? Donc, l'idée, pourquoi je vous parle de ça, c'est vraiment que les neurosciences nous amènent ce regard de remettre en cause les perceptions. Si j'intègre ce point de vue, je vais pouvoir accepter que l'autre, là en tant que personne, ne voit pas ce que je vois, pour pouvoir intégrer son point de vue aussi. D'accord? Vous connaissez, je crois que j'avais posté une photo un jour comme ça, où pendant le tour du monde en famille, on est sur une plage et donc il n'y a pas de relief. Et donc il y a Joanne qui a ses mains comme ça, puis il y a les filles en dessous. Et donc l'illusion d'optique, c'est comme si les filles, elles étaient toutes petites, puis que Joanne était très grand. Suivant où je vais me placer pour observer la situation, je ne vais pas avoir la même réalité perceptible que quelqu'un d'autre qui sera derrière, à côté ou très loin devant. D'accord? Donc le lien au transgénérationnel, c'est d'accepter finalement, parce que l'idée dans le transgénérationnel, c'est d'aider à accepter ce qui est, et du coup de mieux comprendre que chacun a pu avoir un point de vue différent à certains moments, et que dans le principe de la trahison, le truc qui peut faire la différence, c'est ok, il y a quelque chose qui va trahir parce que je vais être déloyale. Ok, par exemple, j'ai pris un engagement, je vais rompre cet engagement parce qu'à l'intérieur de moi, c'est comme ça me dit non. Et non, c'est non, et oui, c'est oui. L'autre va le vivre comme une trahison, ça va réveiller ses blessures à lui. Mais l'idée, c'est pas que celui qui est trahi culpabilise l'autre de ce qu'il a fait. On retrouve la culpabilité dans c'est pas bien ce que tu as fait, moralement ça se fait pas, ou tu n'es pas une bonne personne, la honte, l'état d'être.
ni que celui qui s'est engagé ne comprenne pas le point de vue de l'autre, mais l'idée c'est que les deux points de vue puissent être entendus des deux côtés. Et c'est à ce moment-là que la trahison, parce qu'il y a compréhension et acceptation des deux points de vue, va pouvoir être plus douce en fait. Et donc il ne s'agit plus de revendiquer sa vérité pour obtenir justice et réparation, mais c'est simplement accepter l'humanité en chacun, en nous-mêmes et en l'autre. Et du coup là, le lien avec le transgénérationnel, pour revenir sur ces questions de loyauté, la loyauté c'est, en transgénérationnel, c'est soit je vais répéter ce qui s'est passé dans ma famille, soit je vais réparer. Donc on peut trouver par exemple des répétitions de comportements, on peut même au niveau des dates anniversaires, un fils qui va mourir le même jour que son père, des répétitions de maladies, des choses comme ça. Et la réparation, finalement ça va être un peu faire l'opposé pour réparer. Par exemple, je sais pas moi, si je sais que un nom de famille par exemple, quelqu'un qui va s'appeler Bandit, tu peux être sûr que la génération d'après, il y en a un, il va être juriste. D'accord ? On peut appeler ça comme une réparation. La personne qui devient juriste ne sait pas qu'elle le fait par réparation, mais si tu creuses un petit peu l'histoire familiale, tu vas y trouver ça. Donc si la personne juriste, elle est bien dans ce qu'elle fait, il n'y a aucun souci, on s'en fout en fait, on ne va pas aller chercher quoi que ce soit. Mais par contre, s'il y a quelque chose à l'intérieur qui n'est pas confortable, on va aller creuser. Est-ce que c'est ta juste place à toi ou est-ce que tu n'es pas en train de réparer quelque chose de la famille? Voilà. Est-ce que c'est comment? Venez échanger avec moi. Dites-moi un petit peu si vous voyez le lien entre neurosciences, épigénétique, transgénérationnel, tout ça. Puis je vais continuer un peu ma petite histoire. Donc, si on repart de la naissance, donc, les loyautés, réparer, répéter. Et il y a quelque chose d'autre qui se dit dans le transgénérationnel, assez simple à retenir, c'est les grands-parents agissent, les enfants subissent et les petits-enfants paient. D'accord? On va retrouver ça sur les générations. Donc, on a ça. On a la loyauté réparée, répétée. Et on voit que, puisque les choses comme ça vont agir, la trahison peut permettre de sortir de ça. Je vous disais hier, on va faire des liens avec l'écologie, la politique. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu passer il y a quelques mois, c'était des étudiants ingénieurs en agroalimentaire et qui, tout d'un coup, prenaient la parole pour dire en fait, ok, on a été dans cette école d'ingénieurs qui nous a transmis des choses, légué des choses, mais par contre nous on ne va pas être loyal à ça parce que la course, la surenchère à trop faire, la surconsommation, l'argent, les pesticides et tout ça, en fait pour nous c'est non. Donc vous voyez que la trahison, elle peut être au niveau familial, mais elle va se répercuter dans différents domaines. D'accord? C'est-à-dire que le clan de base, c'est la famille. Et puis dans notre évolution, on va comme ça rentrer dans d'autres clans. Quand ces jeunes-là prennent la parole, clairement, ils trahissent tout ce qui a été fait d'avant au niveau de l'agroalimentaire. Ils disent non, en fait. Ils ne trahissent pas pour être des complotistes, ils ne trahissent pas pour faire du mal, ils trahissent parce qu'ils sont juste en train finalement de passer d'un endroit à un autre. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans cette époque finalement de transition. Et c'est pour ça que si la trahison est mise au service de ça, c'est un peu coupé avec tout ce qui nous a été légué, que ce soit familial, sociétal ou archaïque.
D'accord? Et donc là, on pourrait parler d'écosystème, c'est-à-dire que le clan familial, le but ultime du clan familial, c'est d'assurer notre sécurité. Vous voyez, on est des mammifères, hein, moi je vois ça comme ça, c'est-à-dire que si vous observez une meute, on est ensemble parce que ça assure la protection, le groupe assure la protection des individus qui sont dans la meute, qui sont dans le clan. Du coup, sous-entendu dans les sous-programmes, si je trahis le clan, si je quitte le clan ou si je me fais rejeter par lui parce que je n'ai pas répondu à ses attentes, derrière on va toucher à je risque de mourir. D'accord? Donc si je risque de mourir, je ne vais pas forcément aller vers le changement. On a comme une cécité du changement au niveau du cerveau, puisque le cerveau est censé nous protéger. Donc, on peut avoir tendance à rester sous l'influence d'un clan, parce que derrière, ça sous-entend que si je suis seule, je ne vais pas survivre. Vous voyez? Donc ça, c'est inconscient en fait. C'est inconscient, mais ça peut donner des éléments, si on se met dans ce point de vue, de pourquoi il peut être très difficile parfois de changer, même si on sait que la situation dans laquelle on est toxique, d'un certain point de vue, parce que derrière, voilà, il y a se retrouver seul, c'est mourir. D'accord? Et c'est aussi tout le lien à... j'ai peur de partir trop loin. Excusez-moi, allez-y, dites-moi, aidez-moi, ça y est, j'ai chaud. Caroline, tu nous dis très intéressant, ok. Je ne sais pas sur quelle partie, là, j'en dis un peu beaucoup. Bon, on va remettre aussi les choses. Quand on est déjà aussi en transgénérationnel, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on va appeler le projet-sens. 1 an et demi à peu près avant la naissance, jusqu'à 1 an après, il va se passer des choses au niveau collectif, au niveau familial, qui vont faire que quelque part on va être porteur de ce projet dans cette naissance. Il va y avoir des attentes posées sur nous. Quand on a les besoins fondamentaux sont donc la sécurité, mais aussi le besoin d'être aimé et d'être reconnu. Donc c'est comment je vais construire mon identité en loyauté pour être aimé et reconnu en fonction de ce que l'autre attend de moi. D'accord? C'est ce qui va créer finalement ce bazar qui fait qu'on se construit pas dans notre axe, mais pour répondre aux attentes de l'autre. Donc ça, c'est comme des présupposés de base. Dès l'instant qu'on rentre en relation à l'autre, intervient les attentes. D'accord? Les attentes. Qu'est-ce que ça fait les attentes? Ça entraîne la déception, parce que rarement les attentes sont comblées, et la déception va entraîner la souffrance. Caroline part loin. Ok. Parce que, ouais, comme d'habitude, hein, c'est choper la vibration derrière ce que je vous raconte. Ouais, c'est plus une question vibratoire que de véracité des faits et puis de compréhension. Si votre cerveau bouillonne, il déconnecte, c'est une bonne nouvelle. Restez quand même et puis essayez de voir ce qui se passe. Ah, salut Simba. Voilà. Et puisque la manière dont je vois le monde n'est qu'une interprétation de mon histoire personnelle, vous voyez à quel point la relation à l'autre devient comme problématique, parce que chacun est dans sa perception, puis s'il n'y a pas ces écoutes du ressenti de chacun et l'accueil de ce que chacun vit à l'instant T, qui évolue, et c'est le bazar. Et puis du coup, si je me sens trahie par l'autre, c'est aussi parce que
j'avais des attentes que je posais sur lui. Mais on n'est pas censé répondre toujours aux attentes de l'autre, en fait. D'accord? Donc il y a comme cette déconnexion qui se fait à partir du moment où, plutôt que de répondre à l'attente de l'autre dans tous les conditionnements, je vais ne pas me trahir moi en laissant la vie me traverser dans ce qui est juste pour moi à ce moment-là. Mais si je ne réponds plus aux attentes de l'autre, ça sous-entend que je risque de me faire rejeter. Ça sous-entend que peut-être je vais être abandonnée. Donc, on revient au programme sous-jacent. Si je suis exclue, je risque de mourir. Je risque de mourir, tout simplement. Donc, voilà, je vais essayer de pas être trop visible dans ma différence. Je vais essayer de ne pas trop rentrer dans le changement. Je vais essayer de ne pas trop trahir. Parce que inconsciemment, dans ma structure, c'est la mort. Ok? C'est un point de vue. Voilà, voyez si ça parle en vous. Ouais, c'est déjà pas mal. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, je pense que je partirai sur... C'était là en choix aujourd'hui, mais vraiment aussi sur la culpabilité d'être différent. À quel point aussi c'est entretenu sociétalement. Et dans l'histoire, et dans tout ça. Donc en fait, l'idée c'est que si je trahis l'autre, à un moment donné, je viens aussi reconnaître que je suis différent et que j'ai le droit de porter cette différence et d'être moi en fait. J'ai le droit d'être le créateur de ma vie. Je ne suis pas obligée que d'être en loyauté. Mais autant faut-il pouvoir voir à quel endroit je me sens de devoir respecter cette loyauté. Voilà. Donc la question qu'on pourrait se poser éventuellement, c'est peut-être quelles attentes les autres posent sur moi. Déjà pour voir un petit peu, est-ce que je fais les choses par rapport à ce que l'on attend que je sois ou que je fasse, que ce soit dans la famille ou autre. Ah, on a parlé écosystème. C'est exactement, pour moi, c'est pareil en fait. On quitte le clan familial pour rentrer dans d'autres écosystèmes. Mais en fait, il va s'y passer exactement les mêmes choses. Ça va être pareil, puisque notre interprétation de la réalité est issue de l'histoire. Sauf à partir du moment où on observe ça. Et qu'est-ce qui se passe dans l'observation? Hop, on se détache. Je ne suis pas ça. Je vois. Donc, ce qui était inconscient devient conscient. Je n'ai plus besoin de m'en prendre à l'autre. Je retrouve ma propre souveraineté. Et cette sécurité que je recherche sans cesse à l'extérieur, dans tous les clans dans lesquels je vais rentrer, dans l'interaction avec l'autre, je vais déjà m'occuper de bâtir cette sécurité intérieure. Et cette sécurité intérieure se bâtit aussi avec cette paix dans le transgénérationnel et dans sa propre histoire. Ce qui fait que quand je rentre en relation avec l'autre, dans n'importe quel clan, si je suis de fait en sécurité, je n'ai pas besoin que l'autre vienne combler ce besoin à l'intérieur de moi. D'accord? Donc on pourrait même parler ici de... On peut dire aussi en transgénérationnel que, par exemple, les éternels insatisfaits, ceux qui ne connectent pas à la magie de maintenant, c'est souvent qu'il va y avoir quelque chose qui est resté comme ça dans l'enfance. D'accord? Mais si je me sens en sécurité, moi, ici et maintenant, j'ai plus besoin de courir après ma carotte imaginaire du bonheur. Le bonheur, c'est quand j'aurai ci, quand j'aurai fait ça, quand j'aurai eu ça, quand je posséderai ceci, quand. D'accord? C'est aussi cette insécurité intérieure qui amène à trouver les réponses à l'extérieur. Mais les réponses, elles ne se trouveront jamais à l'extérieur, puisque la sécurité, c'est quelque chose
qui va venir se poser dans l'intériorité. Et c'est depuis cet espace qui sait qu'il ne va pas mourir du rejet de son clan, de se retrouver tout seul, depuis ce point, et qui ne se sent pas en séparation avec tout ce qui est, ben qu'en fait, la vraie nature de ce que vous êtes peut se révéler. Et elle se révèle à quel endroit? Elle se réveille dans maintenant. Hein, là, on est dans ce que les sages y disent en Inde. La seule réalité qui soit, si on peut parler de réalité, c'est maintenant.